du club. Au-delà de ce webinaire, il y aura le 16 octobre un événement sur vraiment la donnée, et notamment les données clients, et le 20 novembre sur la culture client qui est beaucoup en mouvement aujourd'hui dans beaucoup d'organismes de bailleurs sociaux. Voilà, je tenais aussi, pas non plus être trop long, à remercier d'ores et déjà le cabinet HTC qui nous a accompagnés pour monter ce webinaire et puis à nos contributeurs experts, hein, vous verrez CDC Habitat, DIPEO, TCA, qui se sont prêtés au jeu à la fois de la préparation et puis vous le verrez de ce webinaire. Et donc je vais passer la main sans plus attendre à Jérôme qui va vous indiquer un peu quel est le programme de la séance. Jérôme, c'est à toi. Couper mon téléphone. Bonjour à tous. Comme vous l'a dit Olivier, donc le club organise un certain nombre de journées, donc pas mal de journées qui sont présentielles, hein, qui permettent également de faire pour tout à chacun du réseau, de mieux se connaître, de profiter des expériences des uns et des autres, et puis un certain nombre de webinaires sur des sujets un petit peu plus techniques. Lorsqu'on a décidé de travailler donc au mois d'octobre 2024 sur le sujet du consentement et des préférences de communication, certains d'entre nous étaient un petit peu sceptiques en se disant le sujet va être globalement aride, mais risque pas forcément de passionner les sources, hein. On s'aperçoit que vous êtes 120 inscrits autour de la table, donc il y a un réel intérêt autour de ce sujet-là, et on est bien dans le cœur de l'actualité. C'est véritablement ce qu'on cherche à faire au niveau du club Apsis, d'être en phase avec les réalités, les quotidiens de chacun. On a essayé d'aborder cette démarche en utilisant les réflexions que pouvait avoir CDC Habitat, et notamment sur la notion de confiance, et de profiter d'une difficulté autour du consentement pour en faire une opportunité, en faisant redégager la confiance que pouvaient avoir nos clients directement envers notre bailleur. C'est bien la démarche qu'on cherche à avoir là-dessus. Cette journée, nos ERP traditionnels qu'on utilise tous au quotidien n'étaient pas forcément au rendez-vous et n'avaient pas traité véritablement cette problématique, ou l'avaient pas pris forcément par le bon bout derrière. Et on s'est dit qu'il fallait véritablement qu'on ait une réflexion afin qu'on ait un bon dosage entre les obligations réglementaires et puis les contraintes opérationnelles qu'on pouvait avoir sur le sujet. Comme on vous l'a expliqué, ce webinaire sera là en 3 temps. Un premier temps où on aura plutôt une présentation de l'état de l'art avec le cabinet DIPEO, qui est quasiment le leader, notamment au niveau du logement social, sur les DPO externalisés, et plus particulièrement avec l'USH, et qui nous fera notamment toucher du doigt sur l'aspect services qu'on peut apporter, puis après l'aspect service commercial, avec les frontières qui sont pas toujours simples à trouver. Et puis, on aura un exemple opérationnel avec CDC Habitat qui travaille sur le sujet depuis un certain temps. Ils nous parleront de leur démarche, ce qu'ils ont commencé à réaliser, l'accompagnement des collaborateurs, et puis tous ces éléments-là, en remettant également le client véritablement au cœur de la problématique. Donc, sans plus attendre, moi, je vais laisser la parole à Raphaël de DIPEO, qui va nous représenter nos obligations et l'état de l'art sur ce sujet. Merci à tous. Merci beaucoup, merci tout le monde et merci pour l'invitation. Donc effectivement, Raphaël, pour me présenter très très rapidement, donc moi j'ai été avocat dans le domaine des nouvelles technologies et du RGPD pendant plus de 7 ans, et j'ai cofondé DPO dont je suis le gérant il y a maintenant 4 ans. Et DPO, effectivement, on est dans le premier ou le deuxième, on ne sait jamais trop, DPO externalisé en France avec près de 500 clients, dont effectivement de nombreux chez les bailleurs sociaux, et en particulier l'USH qu'on accompagne depuis quasiment le début maintenant, et on a aussi de nombreux adhérents. Et donc voilà, tu peux passer, Marine, s'il te plaît. Je te remercie. Alors, on va entrer directement dans le vif du sujet et essayer de vous expliquer ce que c'est que le
RGPD? Parce que bon, je pense que beaucoup d'entre vous, alors il y a différentes, il y a différents juristes, il y a aussi des juristes, donc vous le savez, mais les autres ne le savent pas, et c'est une grande erreur. C'est pas la RGPD, et c'est normal que vous trompiez. C'est le RGPD. Pourquoi? Il faut que tout le monde le comprenne bien. En fait, c'est un règlement, et un règlement européen. Et un règlement européen, c'est quoi? C'est une sorte de loi fédérale européenne, puisqu'elle s'applique partout pareil, de la même manière au sein des États membres. Donc, une fois que vous êtes conforme en France, a priori, vous êtes très très majoritairement, avec quelques petites marges de manœuvre, conformes dans les autres pays de l'Union européenne, Allemagne, Bulgarie, Roumanie, ce que vous voulez. Petite précision, c'est que la prospection commerciale qui nous intéresse ici, donc les règles de communication, en fait, c'est pas le RGPD. Voilà, en fait, finalement, c'est pas le RGPD. On s'y intéresse depuis l'arrivée du RGPD parce que avant, les sanctions étaient faibles, et effectivement, le RGPD, il a renforcé les sanctions très fortement. On est passé, par exemple, en France, d'à peu près 200 000 euros à 3% du chiffre annuel mondial, donc c'est quand même pas la même chose. Et donc forcément, là, on s'est intéressé et on a découvert les règles de prospection et de communication, mais en fait, elles existent depuis 2002, voilà, depuis une directive. Donc ça, c'était important de le savoir. Alors, le RGPD, concrètement, qu'est-ce que c'est? Le RGPD, il a vocation à protéger les données des personnes. Il faut avoir conscience que c'est quelque chose qui, comment dire, très important dans les pays démocratiques, et c'est pas pour rien il est copié dans de nombreux pays du monde, de plus en plus, notamment en Suisse. Depuis le 1er septembre dernier, de l'année dernière, il y a un équivalent, au Canada aussi, au Brésil, même en Californie, il y a des équivalents. Donc, sachez que l'Union européenne, pour le coup, elle a été quand même assez avant-gardiste et elle est arrivée au bon moment. Et concrètement, moi, je le résume en 4 points que vous voyez, 4 piliers. Évidemment, il y a plus de choses, mais j'aime bien le résumer comme ça. Il y a d'abord la transparence. Évidemment, vous connaissez tous les politiques de confidentialité, les petits bandeaux cookies, le consentement, les cases à cocher, bah, tout ça, ça permet de savoir ce qui se passe, d'être informé. Ça nous semble évident aujourd'hui, mais en fait, avant, on ne savait pas ce qui se passait avec nos données. Donc, ça a quand même évolué. Donc, ça, c'est quand même important. Ensuite, il y a une reprise du contrôle sur les données, tant des citoyens, qui peuvent, on en parlera avec les droits des personnes, mais aussi des structures. Donc, c'est-à-dire que vous, structure, vous reprenez aussi le contrôle sur les données de vos clients, vos locataires en l'occurrence, par exemple, ou même de vos prospects. Pourquoi? Parce que vous allez, par exemple, pouvoir contrôler l'usage de vos données par des prestataires techniques. Il faut savoir que, par exemple, aux États-Unis, si vous êtes américain, pour des Américains, donc vous n'êtes pas soumis au RGPD, vous prenez un prestataire qui fait de l'emailing, par exemple, de prospection, il a votre base de données, il fait à peu près ce qu'il veut, sauf si vous avez contractuellement décidé que ce n'était pas le cas, il fait ce qu'il veut avec les données. Vous imaginez, il peut aller prendre vos données, les revendre à qui il veut. Ça, c'est plus possible. Il y a un contrôle. Évidemment, tout le monde pense sécurité, hein, la cybersécurité, et un point que les gens apprennent de plus en plus et qui explose de plus en plus, hein, on le voit avec nos clients que les demandes explosent, c'est le droit des personnes. Le RGPD, il a créé de nouveaux droits fondamentaux. Et ça, les gens ne le savent pas forcément. Et c'est pas comme tous les jours qu'on a de nouveaux droits. Et donc, les droits les plus connus, bah, c'est le droit d'accès, qui vous permettent de savoir notamment si vos données sont traitées et quel type de données, et le droit d'effacement, le droit à l'oubli, qui permet dans des circonstances, dans certaines conditions, de pouvoir demander la suppression de vos données. Et donc, ça permet évidemment plus de transparence, trouver l'équilibre et prévenir les sanctions. Donc, il y a vraiment un enjeu de transparence, d'éthique et évidemment de limiter les sanctions. En sachant, je fais une petite aparté et tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Marine, c'est que nous venons de recruter une personne qui vient de la CNIL. Elle a fait 2 ans au service des sanctions. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que le thème d'aujourd'hui, c'est l'un des thèmes que n'aime pas la CNIL. Voilà, typiquement, la prospection commerciale, c'est à peu près en B2C surtout, c'est 30-35% des plaintes CNIL. Donc c'est un peu son dada, évidemment. Alors, quand on parle prospection, par principe, on va toujours parler d'opt-in, ça doit parler opt-in, opt-out, et donc opt-in égale consentement préalable, concrètement. Ce qu'il faut avoir conscience, c'est que on demande très souvent le consentement. Alors, le principe en prospection commerciale, c'est l'opt-in, mais il y a plein d'exceptions, en fait. Et l'une des exceptions les plus classiques, c'est déjà en B2B, et ça peut vous intéresser, puisqu'il y a des beaux sociaux B2B, hein, donc professionnels. En fait, en B2B, en France, hein, il n'y a pas d'opt-in. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous pouvez constituer des bases de données, par exemple via LinkedIn, je ne sais quoi, utiliser des outils légaux d'enrichissement de données pour obtenir des emails,
par exemple, et aller faire des campagnes de prospection, et vous n'avez pas besoin d'avoir leur consentement. Ça, c'est hyper important. S'il y a plein de gens qui ne le connaissent pas, c'est écrit noir sur blanc sur le site de la CNIL. B2B, en fait, globalement, on fait, entre guillemets, ce qu'on veut. Il faut juste respecter quelques micro-règles. D'abord, avoir toujours un opt-out. L'opt-out, c'est quoi? C'est la petite mention des abonnements, se désabonner. Et donc laisser la possibilité de se désabonner, évidemment informer sur la politique confidentialité, ce qui se passe des données, etc. Et puis, bon, bah, évidemment, vendez quelque chose qui intéresse le prospect. Par exemple, vous êtes des bailleurs sociaux, évidemment, vous n'allez pas proposer à un professionnel autre chose que ça. Hein. Donc, il faut que ça soit la bonne personne, il faut que ça soit un service qui intéresse réellement la cible. D'accord? Donc, par exemple, si c'est un boulanger, vous pouvez peut-être cibler le gérant, parce que lui, il aurait un sujet de changement de bail, par exemple, mais vous n'allez pas cibler ses employés. Ce n'est pas eux qui seront décideurs. Okay, donc, par exemple, donc, il y a d'abord cette première exception. L'autre exception, en B2C, il y en a une. Évidemment, vous avez raison, enfin, tout le monde le sait, le principe, c'est le consentement pour le B2C, donc par exemple des potentiels locataires. Mais en fait, il y a une exception quand on est client. Donc, par exemple, si je suis locataire, eh bien, il n'y a plus d'opt-in. J'ai le droit de prospecter, pareil, par rapport à ce qui concerne mes propres services. Moi, structure, donc structure A, la personne a signé avec moi, je peux lui proposer des services similaires en protection. J'ai le droit sans opt-in. Donc ça, c'est aussi assez important. Et donc, sachez bien que le consentement, en fait, il est toujours très limité. Et on a tendance à le mettre à toutes les sauces, à le mettre partout, alors qu'en fait, il est demandé que de manière très, 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 très limitée, le consentement. Et en fait, il y a énormément d'exceptions. Et donc, souvent, on se restreint. Soit on se restreint, soit on rajoute des choses qui posent un problème. Je vous donne un exemple. Si vous demandez le consentement pour un formulaire de contact, eh ben vous mettez donc une case à cocher pour dire eh ben, j'ai le droit d'utiliser vos données pour vous recontacter. En fait, ce n'est pas le bon fondement, je n'ai pas besoin du consentement. Vous me contactez pour des informations, je n'ai pas besoin de me mettre de case à cocher. Donc, n'en mettez pas, parce que sinon, vous n'avez pas un risque légal, vous avez un problème d'expérience utilisateur. Et si vous voulez rajouter des cases qui, pour le coup, sont importantes, nécessaires, par exemple pour des partenaires, parce que par exemple pour les partenaires, là, effectivement, il faut toujours, même si je suis client, il faut toujours avoir l'opt-in. Vous pouvez pas. Enfin, ça va être compliqué parce qu'il faut rajouter plein de cases à cocher. C'est un peu moche. Donc concrètement, limiter au maximum la demande de consentement à ce qui est vraiment nécessaire, parce que sinon vous allez avoir des surcharges, sinon vous allez avoir des problèmes UX, UI. Vous allez même vous mettre des bâtons dans les jambes, parce que le consentement le problème du consentement, c'est que si je demande le consentement, il faut avoir la preuve, d'où par exemple la case à cocher, mais il faut aussi pouvoir permettre de retirer le consentement aussi facilement. Et donc fréquemment, on va mettre un consentement quelque part, mais on ne va pas respecter la condition à 200%. Donc en fait, on veut faire bien les choses, mais en fait, on n'est pas conforme. Donc ça, attention. Et je veux juste parler 2 secondes surtout de la décision accord, que je trouve hyper intéressante, parce que je viens de vous le dire, donc B2B, pas besoin d'opt-in. Juste petite précision, tout ce dont je parle, c'est mail, SMS. Hein. D'accord, et depuis un mois, téléphone. Le courrier n'est pas concerné par tout ce que je dis. Ok. Donc, il y a cette décision accord, je trouve hyper intéressante parce qu'il faut normalement le consentement préalable, c'est le principe, comme on l'a dit. Si je suis client, je n'ai pas besoin, mais pour les partenaires, j'ai toujours besoin. Et donc, ce que se dit accord, c'est bah tiens, comme j'ai besoin du consentement pour mes partenaires et que personne ne le donne, ce que je vais faire, et c'était une bonne idée, hein, c'est je vais prendre comment dire, je vais prendre des offres de mes partenaires et je vais les intégrer dans mes mails, où moi j'ai le droit de prospecter mes clients puisque tant qu'ils n'ont pas fait d'opt-out, puisque c'est mes clients. Et donc ils ont mis en fait dans leur mail accord des informations de partenaires. Donc ils ont essayé de court-circuiter le consentement. Patatras, la CNIL a dit c'est bien joué, t'as tenté, mais t'as perdu, ça ne marchait pas, donc vous ne pouvez pas, 600 000 € d'amende, donc on ne peut pas faire ça. On peut passer à la slide suivante. S'il te plaît, Marie. Merci beaucoup. Donc, bah là, ça résume un peu ce que je vous ai dit. Ce qu'il faut distinguer, c'est bien sûr, en fait, non, pardon, là, ce qui est important, c'est bien de distinguer ce qui relève de la prospection commerciale, en fait, de la communication qui est soumise à l'opt-in, et ce qui ne l'est pas. En fait, souvent on parle donc là on parle de communication, mais souvent on va parler de communication technique. Et donc typiquement, tout ce qui relève du fonctionnement du service n'est pas lié
n'est pas de la prospection commerciale, donc vous n'avez pas besoin du consentement. Exemple typique, bah oui, il y a un avis d'échéance où il y a une coupure d'eau, vous devez informer les personnes. Évidemment que vous n'avez pas demandé le consentement en amont parce qu'ils ont même besoin de le savoir eux. Donc, pas de consentement, vous avez le droit de le faire. D'accord? Donc, tout ce qui relève du fonctionnement réel du service n'est pas soumis ni à l'opt-in, ni à l'opt-out. Ne mettez pas un opt-out par exemple, dans un email technique. Parce que, encore une fois, prenons cet exemple de coupure d'eau. Vous mettez opt-out, la personne, elle en a marre, elle fait opt-out de cette communication. Bah, si demain il y a une coupure d'eau, elle ne sera pas au courant. C'est un peu idiot. Donc, évidemment, ne faites pas cette erreur. Je la vois fréquemment, cette erreur. D'accord? Et c'est la même chose pour les mots de passe oubliés. Vous avez par moment des opt-out, donc des abonnements dans les mots de passe oubliés. Alors, vous imaginez, si vous le faites, ça veut dire que vous recevez plus si vous faites une demande de mot de passe, vous n'avez plus de mail pour modifier le mot de passe. C'est un peu idiot. Donc, ne faites pas ça. Par contre, tout ce qui relève tout ce qui ne relève pas de la technique et qui a vocation à vendre quelque chose, que ce soit ce concernant ou d'un partenaire, même par exemple, on a des nouveaux logements, on peut avoir oui, des offres promotionnelles, imaginons, on peut avoir des prestataires qui vont réduire, qui peuvent être utiles pour la rénovation énergétique, prospection commerciale, et donc il faut respecter les conditions dont j'ai parlé tout à l'heure. Je peux passer à la slide suivante, Marie, s'il te plaît. Je te remercie. Et donc, on arrive presque au bout. Évidemment, donc là, c'est un peu un résumé de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si c'est concrètement un locataire et que c'est dans le cadre du service, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. D'accord? Enfin, ce que vous voulez, évidemment, il y a des micro-règles, mais concrètement, on peut les contacter sans problème. Il n'y a vraiment pas de difficulté. Pour tout ce qui relève de la prospection, si c'est un locataire et qu'il n'a pas fait opt-out, vous avez le droit de le contacter sans problème. Par contre, évidemment, si c'est un prospect, dans ce cas-là, il faut le consentement, sauf pour le courrier, puisque comme on l'a dit, le courrier aujourd'hui n'est pas soumis au consentement. Et pour information, le téléphone ne l'était pas jusqu'il n'y a pas longtemps, puisqu'avant c'était Blocktel, hein, vous vous souvenez, c'était à nous de nous inscrire sur Blocktel et compagnie. Ça, c'est pour le B2C. Attention, hein, pas le B2B, encore une fois. Ça, c'est terminé. Blocktel n'existe plus. Donc maintenant, il faut l'opt-in. Donc voilà. Mais ça, c'est que pour les prospects. On peut passer à la dernière slide. Merci beaucoup. Et donc là, c'est juste un exemple de ce que vous pouvez avoir et d'une position de la CNIL, parce qu'évidemment, quand on demande le consentement, il peut y avoir plusieurs canaux de communication. Vous avez l'email, le SMS, même maintenant, on voit WhatsApp, Signal, on peut voir ce genre de choses. La CNIL autorise, alors moi je trouve ça étonnant, mais la CNIL autorise d'avoir un consentement global pour tous ces moyens de communication. Vous avez le droit. Par contre, si vous le faites, ça veut dire que l'opt-out, donc le désabonnement, il va normalement s'appliquer à tous les autres. Donc ça, il faut juste en avoir conscience. Vous avez le droit de demander un consentement global. Par contre, ça veut dire que déjà, il faut permettre de retirer le consentement. Et si ce consentement est retiré pour un, il est retiré pour tous, a priori, puisque vous avez un consentement, donc un refus. Donc l'autre possibilité, c'est évidemment par canaux. Et donc par canaux, par SMS, par tout ce qui relève de messagerie électronique ou par mail, le distinguer. Et ça, c'est votre stratégie marketing. C'est à vous de l'identifier, bien sûr. Donc voilà en gros un résumé rapide et bref des règles. Mais la réalité, moi, ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'il faut désacraliser un peu ça. Il n'y a pas de difficulté réelle. En fait, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui se restreignent fortement, ayant peur des sanctions potentielles de la CNIL. En réalité, on peut quand même faire pas mal de choses et très souvent, il y a plutôt un frein qui est mis et qui, voilà, il suffit quand on connaît bien les règles, on peut réduire ce frein et bien communiquer. Et je passe maintenant la main et je vous remercie. Merci Raphaël. Ton intervention a suscité plusieurs questions. Merci de les avoir posées. On les traitera à la fin de la séance. Donc voilà, on les met de côté, mais n'hésitez pas à réagir au fur et à mesure. Donc c'était un cadrage très clair sur les principes réglementaires impliquant le recueil du consentement. Et je vous propose maintenant de passer à la pratique. Avec le témoignage de CDC Habitat qui vont nous expliquer comment le groupe a concrètement traduit ses exigences dans un projet structurant. Merci Marine, bonjour à tous.
L'objectif, je pense, de la présentation et on va dire de cette réalité opérationnelle que nous, on a dû gérer au sein de CDC Habitat, on l'a un peu segmenté en deux parties, à savoir, on va dire, la réalité opérationnelle du métier et puis la réalité opérationnelle dans le fait de déployer une solution technique. Et quand on dit technique, forcément, ça implique un certain nombre d'enjeux et de problématiques qu'il faut résoudre dès lors que cette nouvelle solution s'inscrit, en tout cas chez nous, dans un écosystème beaucoup plus global avec un certain nombre d'applications. Et cette nouvelle solution de gestion pour nous, de gestion du consentement et des oppositions, doit pouvoir, mais ça on y reviendra, doit pouvoir s'intégrer et interagir avec tout l'écosystème dans lequel cette nouvelle solution s'insère. Donc, dans le cadre d'abord rapidement pour me présenter, donc je suis DPO adjoint du groupe CDC Habitat et j'avoue avoir un peu comment dire, un pied dans la phase réglementaire qui vient de vous être présentée et un pied dans la phase opérationnelle, dès lors que je dois finalement vendre l'aspect réglementaire auprès de métiers qui collectent de la donnée tous les jours et qui veulent l'utiliser pour pouvoir soit faire de la prospection commerciale et ou envoyer des communications envers des clients locataires. Donc, dans le cadre finalement en tout cas, nous, notre réalité opérationnelle, ça a été d'une part de présenter les objectifs d'une nouvelle solution et pourquoi on veut se doter d'une nouvelle solution. D'abord, d'un point de vue général, comme ça a été rappelé, l'enjeu des consentements et des oppositions, même si c'est issu finalement de textes qui datent depuis les années 2000, ça a été, comment dire, une question et une prise en compte par nos métiers, par nos directions, assez tardivement finalement depuis 2018 et l'arrivée du RGPD. Donc le déploiement d'une nouvelle solution de gestion des consentements et des oppositions vient répondre à l'objectif de satisfaire les obligations RGPD en la matière. L'autre enjeu, et qui est un peu plus interne pour nous, ça a été de répondre à une recommandation d'un audit. Ça, c'est quelque chose qui est assez important dès lors qu'on est dans une société qui fait partie d'un groupe d'entreprises. Pas forcément la CNIL qui vient nous contrôler, on n'est pas forcément tenu directement par des obligations. Mais l'enjeu, on peut très bien être amené à s'interroger sur les consentements et les oppositions et ces enjeux de manière globale, dès lors que la direction de l'audit interne d'une société vient nous voir et pose des recommandations, ou si c'est la maison mère qui vient contrôler une de ses filiales sur ces aspects-là. Donc, c'est pas forcément ce sujet-là vient pas sur la table que par le prisme RGPD, ça peut être complètement des enjeux finalement très capitalistiques où la société mère veut savoir où est sa filiale sur ce sujet-là. S'agissant des objectifs spécifiques du projet de déploiement de la solution de gestion des consentements et des oppositions, on en a identifié 5. Donc l'idée, c'était d'avoir un moyen beaucoup plus opérationnel pour collecter et gérer des consentements valables, des oppositions et des préférences, et surtout à travers des interfaces qui sont proposées aux clients, qui sont simples de compréhension, d'une part, et qu'on puisse avoir finalement une forme de gestion ou de point d'entrée facilité pour permettre à des prospects qui sont intéressés par des offres de logement chez nous ou des clients qui signent un bail chez CDC Habitat de pouvoir gérer simplement et facilement, d'une manière simple et compréhensible, l'ensemble des consentements, des oppositions et des préférences de communication qui leur sont proposées. L'idée derrière aussi, autre objectif, c'était de tracer du coup l'ensemble de ces consentements et oppositions, avec une logique finalement très réglementaire qui a été rappelée précédemment. L'idée, c'est de pouvoir tracer pour apporter la preuve. S'il y a un contrôle de la CNIL, en cas de demande d'un client, potentiellement un client qui nous dit moi j'ai pas donné mon consentement, pourtant je reçois des communications, apportez-moi une réponse par rapport à ça. Donc l'idée, c'était aussi d'avoir une démarche de transparence vis-à-vis de nos clients, que ce soit prospects et locataires. Comme je l'ai rappelé aussi, ça vise éventuellement
à tracer, à avoir des éléments de preuve en cas d'audit et de procédures contentieuses éventuellement. Troisième objectif, donc, c'était de fournir opérationnellement les moyens de contrôler les flux sortants et entrants de communication, dans le respect des autorisations données et des canaux de communication autorisés. Donc ça, c'est classiquement, voilà, je suis un opérationnel, je m'interroge vis-à-vis d'un client, est-ce qu'il m'a autorisé, par exemple, est-ce que je lui envoie de la prospection commerciale ou pas? Est-ce qu'il préfère recevoir les communications par SMS, par mail ou simplement par courrier postal? Donc là, l'idée, c'était de pouvoir proposer aux opérationnels un moyen de facilement contrôler, de voir et de visualiser les autorisations, les accords et ou les non-accords fournis par les prospects et nos clients. Quatrième objectif, c'était de synchroniser les consentements et les oppositions de manière homogène et sécurisée dans tout notre système d'information et s'assurer finalement que tout cet écosystème soit résilient et utilise de la donnée exacte et à jour. On l'oublie trop souvent, mais le RGPD a un principe assez fondamental qui est que chaque entité doit traiter des données qui sont exactes et à jour. Donc l'idée, c'est vis-à-vis d'un client ou d'un prospect, c'est d'avoir une solution qui puisse derrière, en tout cas de manière opérationnelle, s'assurer qu'une communication ne parte pas vis-à-vis d'un client qui n'a pas consenti. Donc ça peut faire appel à plein de problématiques techniques. Tout dépend de la complexité de votre système d'information. Donc, exploiter une donnée exacte par rapport aux accords et aux préférences des personnes, mais aussi potentiellement, et ça va beaucoup plus loin, exploiter de la donnée exacte et à jour vis-à-vis de changements de préférences ou de changements d'accords ou de non-accords. Là-dessus, et pour digresser un peu, ce principe qu'on oublie trop souvent d'un point de vue RGPD, donc traiter que de la donnée exacte et à jour, c'est quelque chose qui est aussi un moteur, par exemple, pour des solutions d'IA. L'idée, c'est si jamais vous trouvez, alors ça, je ne pense pas que ça puisse exister aujourd'hui, mais une solution de gestion des consentements et des oppositions qui embarque une fonctionnalité d'IA, alors je ne pourrais pas vous l'inventer tout de suite, mais ça pourrait éventuellement exister. L'IA, l'idée, c'est de l'entraîner ou qu'elle se déploie vis-à-vis d'un package de données qui est véritablement exact. Si on l'entraîne d'une manière ou sur une base de données qui n'est pas pertinente ou qui n'a pas de données exactes, là-dessus, on entraîne quelque chose qui finalement ne sera pas à la fin performant. Donc l'idée dans le déploiement d'une solution qui puisse s'insérer dans un écosystème qui systématiquement travaille sur de la donnée exacte et à jour, c'est quelque chose qui qui faisait partie des objectifs spécifiques dans le cadre du déploiement de la nouvelle solution. Et cinquième objectif, du coup, ça, c'est quelque chose qui est un peu plus problématique d'un point de vue des métiers. Historiquement, on n'a peut-être pas fait les choses d'une très bonne manière. Et déployer une nouvelle solution, c'est aussi parfois rattraper les mauvais usages ou des choses qui ont été mal ficelées ou mal gérées par le passé. Et donc, à travers le déploiement de notre nouvelle solution de gestion des consentements et des oppositions, l'idée, c'était vraiment de pouvoir rattraper un retard vis-à-vis potentiellement de certaines communications ou certaines prospections qui avaient pu être envoyées ou qui continuaient à s'envoyer aujourd'hui, mais sur lesquelles nos clients ne s'étaient pas prononcés si jamais un accord était nécessaire, un consentement, ou ne s'étaient pas prononcés d'un point de vue de la préférence. Donc il y avait une idée aussi de rattraper un retard qui pose une question pratique. Quid finalement d'une base de données qu'on aurait constituée initialement, mais sur des bases finalement où il n'y avait pas de consentement, pas d'opposition, pas de préférence. Donc est-ce que toute la base qu'on a construite préalablement doit finalement s'effacer, on doit finalement repartir de zéro avec une nouvelle base, ou est-ce qu'on peut prendre on va dire des bouts de l'ancienne base pour pouvoir la réutiliser juste après le déploiement de la nouvelle solution. Donc c'est aussi un objectif qu'on s'était fixé, en tout cas voilà, un vrai objectif sur lequel on s'est basé pour choisir notre nouvelle solution.
Sur la méthodologie, donc dans le cadre une fois qu'on a choisi la nouvelle solution, mais ça, on n'a pas forcément attendu de la choisir, on a beaucoup travaillé sur des phases d'études. Donc l'idée, c'était de faire une sorte d'état des lieux au sein de CDC Habitat sur la réalité opérationnelle de ce qui était fait en termes de communication. Et ça, bien entendu, ça passe par des échanges avec les opérationnels, afin notamment d'identifier des cas d'usage pertinents sur lesquels la solution de gestion des consentements et des oppositions doit se déployer, et du coup des cas d'usage pertinents à sécuriser et à prioriser d'un point de vue de consentement, d'opposition ou de préférence. Donc bien entendu, sur ces échanges opérationnels et sur, on va dire, la constitution d'un état des lieux, l'idée et l'objectif, c'est de partir des cas d'usage opérationnels pour insérer les enjeux réglementaires. Donc, définir finalement les traitements de données en lien avec les cas d'usage. Donc, est-ce que je veux traiter du mail, du SMS, du numéro de téléphone, vis-à-vis des cas d'usage, déterminer finalement les finalités de traitement. Donc ça, c'est très lié finalement aux objectifs des cas d'usage, donc prospection commerciale, envoyer des enquêtes de satisfaction ou autres. Donc c'est vraiment déterminer les cas d'usage, les traitements, les finalités. Et comme l'expliquait très bien l'interlocuteur précédent, d'un point de vue réglementaire, ce qui est important, c'est de déterminer par rapport aux différents cas d'usage décrits les bases légales. Donc là-dessus, aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup au consentement, à l'intérêt légitime qui s'adosse à l'opposition, mais d'autres bases légales sont mobilisables par rapport aux enjeux en lien avec l'envoi de communication à destination des prospects et des clients. Donc pourquoi on a travaillé beaucoup sur la phase d'étude et pourquoi c'est important, je pense, de travailler de cette manière-là, c'est bien entendu de confronter la réalité réglementaire des traitements de données à caractère personnel, des finalités de traitement, des bases légales avec les cas d'usage opérationnels et les réalités opérationnelles qui s'observent sur le terrain. Et vis-à-vis de cet, on va dire, affrontement, réalité réglementaire, réalité opérationnelle, l'idée, c'est de mener finalement, d'avoir le métier qui tranche et qui tranche sur des arbitrages qui sont parfois nécessaires, à savoir si jamais un consentement est nécessaire, est-ce que le fait de mettre en pratique ce consentement ne va pas rendre le process métier défaillant ou beaucoup moins performant? Et ça, c'est des enjeux et des échanges qui doivent avoir lieu entre, on va dire, le côté réglementaire, DPO, juriste, et le côté opérationnel, les métiers, par exemple dans la commercialisation de logements ou autres. Je vois que le temps file, donc je vais accélérer. Les autres, sur la méthode aussi, c'était bien entendu d'éviter les risques de déployer des consentements et des oppositions dans des endroits où ce n'était pas nécessaire. Donc, comme il a été évoqué précédemment, éviter les risques de surréglementation. Et finalement, derrière, faciliter d'un point de vue technique le parcours de collecte des informations et de mise à jour des consentements, des oppositions et des préférences. Donc là-dessus, on a travaillé, je vous ai mis des extraits des différentes études qu'on a pu mener. Donc vous le voyez en haut, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Donc on a segmenté nos différentes finalités, nos différents cas d'usage. Là, on est sur des phases prospect, donc envoi de propositions analogues et non analogues. Donc c'est des cas d'usage qui sont très centrés sur la prospection commerciale et l'idée de commercialiser des produits et des services auprès des prospects. Et vis-à-vis de ces différents cas d'usage qu'on a pu identifier, on les a systématiquement segmentés finalement par canal de communication. Donc par téléphone, par SMS, par mail et par courrier postal. Ces canaux mobilisent essentiellement 3 données à caractère personnel: le numéro de téléphone, l'adresse postale et les mails. On pourrait éventuellement imaginer d'autres moyens de communication, par exemple mettre à disposition sur des espaces ou des extranets
de la prospection commerciale avec, par exemple, des encadrés publicitaires qui sont présents dans un extranet. Ça pourrait être, on va dire, un moyen de communication ou un mode de communication qui est utilisé, mais qu'on n'a pas choisi d'étudier. Et vis-à-vis d'une part, les cas d'usage et d'autre part, les médias de communication, on a essayé de faire un travail un peu réglementaire qui va beaucoup plus loin, je pense, que ce qu'oblige le RGPD, mais c'est d'associer à chaque fois une base légale. Donc savoir si le consentement apparaît nécessaire ou pas. Si on est sur l'intérêt légitime, savoir s'il faut proposer auprès des clients un droit d'opposition préalable. Et dans des cas d'usage, comme vous pouvez le voir par exemple au point numéro 6, sur des communications, sur certaines communications, on n'est pas sur du consentement et on n'est pas sur de l'opposition. Donc là-dessus, on n'a pas besoin de déployer une solution de gestion des consentements et des oppositions sur des cas d'usage dans lesquels on n'a pas identifié des enjeux en lien avec la nécessité de proposer auprès de nos prospects, de nos clients, un accord, un consentement et où proposer finalement un droit d'opposition auprès de ces personnes-là. Johan, je me permets, je fais le temps Ouais. qui part, juste synthétiser un petit Oui, peu. ouais, je vais arriver sur, je pense qu'on peut passer les extraits sur les études face client. Merci. Les études, finalement, ont conduit, nous, on a fait un grand choix côté CDC de cadencer le projet avec une partie. On a décidé d'abord de s'atteler sur la partie prospect. Donc, on a d'abord déployé la solution sur la cible prospect. Et aujourd'hui, on travaille au déploiement de la solution sur la phase client. Alors, ça correspond à un choix avec différents facteurs. D'abord, des impacts RGPD. Donc, on a estimé les risques plus élevés sur la cible prospect d'une part, d'où un déploiement privilégié sur cette partie-là. Impact métier aussi, on a estimé qu'il y avait une difficulté moindre à déployer la solution sur la cible prospect que sur la cible client. Et puis des impacts techniques, on avait un certain nombre de projets en cours sur la partie client qui ont finalement nous ont conduit à privilégier un déploiement sur la partie prospect dans lesquels il y avait beaucoup moins d'adhérence projet en cours. Et donc voici ce qui a été, en tout cas côté CDC Habitat, mis en place sur la partie prospect. Donc on a 4 finalités. Donc aujourd'hui, on propose vis-à-vis de prospects qui sont intéressés par nos différents produits, on va dire 2 oppositions et 2 consentements. 2 oppositions, d'une part sur l'envoi d'offres commerciales qu'on a nommées similaires. Donc ça fait référence à l'envoi de propositions qui sont analogues par rapport à la recherche initiale d'un prospect. Donc je candidate sur un logement à Marseille. L'idée, c'est de pousser auprès de cette personne-là des offres de logement, par exemple à Marseille. Et là-dessus, la personne peut s'opposer vis-à-vis de l'envoi de ce type de communication sur des offres commerciales, des offres de logement similaires. L'autre opposition qu'on a mis en place, c'est le point 4 sur l'envoi d'enquêtes de satisfaction. Souvent, on interroge un peu les prospects sur savoir comment s'est passée cette phase-là finalement de candidature, de dépôt de dossier, de visite d'un logement. Donc, on s'est permis de mettre une opposition sur l'envoi d'enquête de satisfaction à l'égard de prospects et puis de consentement. D'une part, donc sur des offres commerciales, l'envoi d'offres commerciales qui sont non analogues, que nous on a nommé complémentaires. Et puis un deuxième consentement sur l'envoi d'une newsletter. Voilà. Donc je passe la main Bonjour à tous. à Yves sur la partie un peu plus technique et les enjeux en lien avec le déploiement de la solution dans notre écosystème SI. Merci Johan. Donc bonjour à tous, Yves Tricot, donc je suis consultant au sein au cabinet d'ICA. Donc je fais de l'accompagnement de projets numériques, notamment auprès des bailleurs et donc notamment auprès de CDC Habitat. Donc pour faire suite à ce qui était présenté par Johan, une fois qu'on a défini ce qu'on souhaite faire, les finalités pour lesquelles on souhaite enregistrer l'information et la transmettre aux différents outils, on a travaillé sur nos parcours de collecte des consentements et les parcours de mise à jour. Il y a différents mécanismes d'entrée en relation
avec des prospects qui peuvent se manifester leur intérêt, soit sur le site internet CDC Habitat, où il y a des offres de logement qui sont publiées, soit en ayant des commerciaux au téléphone, ils ont des numéros qui sont affichés, ils peuvent appeler cette plateforme, soit en répondant à des annonces qui sont publiées sur des portails immobiliers, Se Loger, Le Bon Coin ou autres. Et donc, à chacun de ces modes d'entrée de relation, il a fallu définir comment est-ce qu'on collecte l'information. Donc, sur le site cdchabitat.fr, on a pu mettre en place, alors on verra un peu plus techniquement comment ça se représente, mais sur un formulaire, puisqu'on maîtrise le formulaire, et chez nous, on a pu rajouter un formulaire de collecte des consentements et des oppositions. Lorsqu'on a un client au téléphone, un commercial, un prospect au téléphone, là, c'est à cette occasion-là qu'on va collecter. Et donc, c'est le commercial qui va saisir dans le système, donc interroger le client et saisir les informations. Et lorsqu'on capte un prospect par un portail immobilier, bon, c'est bien qu'on n'a pas la main pour augmenter les formulaires de saisie de données sur ces portails-là. Et donc, en fait, on va interroger a posteriori sur ces nouveaux prospects, on va les enquêter par email pour venir renseigner leur consentement et opposition. Et comme c'était évoqué par Raphaël, il faut que les prospects puissent mettre à jour et avoir la main sur ces consentements. Et donc, on leur donne la possibilité, par leur accès à leur espace Mon Compte, de modifier ces consentements, de les consulter, les modifier. Pour chaque communication qui est envoyée, on va avoir un lien qui permet d'aller les gérer. Et puis, au téléphone aussi, permettre à un commercial de modifier ses consentements. Donc, on a étudié tous ces parcours, et ce sont ces parcours qui vont définir les besoins qu'on a en termes d'implémentation de fonctionnalités de services sur le système d'information. Donc, on va vous présenter, on peut passer au slide d'après. Ce qui a été mis en place s'appuie sur une solution du marché de gestion des consentements. Il y en a plusieurs. Celle-ci a été sélectionnée suite à un appel au marché, une consultation. Elle s'appelle Fair & Smart, c'est une société qui s'appelle LuxTrust. Pourquoi on a choisi de faire appel à ce type de solution plutôt qu'intégrer la gestion des consentements, pourquoi pas, dans un outil existant? Il y a différents intérêts. Un aspect évidemment de centralisation. Donc, on a un point qui est le référentiel unique, dans lequel on a tous les consentements, les préférences, les oppositions de nos clients, de nos prospects. Donc, ça simplifie dans un environnement où on a plein d'outils qui sont concernés, simplifier cette gestion. On est sur des plateformes qui sont très interopérables, pour lesquelles il est facile de faire des passerelles avec des systèmes pour peu qu'eux soient un peu communicants, et donc de construire une architecture qui permet les échanges entre les différentes applications, en temps réel, en asynchrone, comme on le souhaite. Ce sont des plateformes qui permettent de respecter toute la partie réglementaire, qui permettent de collecter les consentements et les oppositions de façon en respectant la réglementation, de façon libre, éclairée, spécifique, univoque, comme c'était évoqué tout à l'heure, et de conserver et de stocker l'information aussi en bonne et due forme, et puis qui propose des éléments de traçabilité. On a l'historique, on peut fournir la preuve, que ce soit dans la situation parce qu'on est sollicité par un prospect ou dans le cadre d'un audit ou d'un contentieux, etc. Donc, au final… Si je peux me permettre, on va te demander d'accélérer un petit peu. On a beaucoup de questions, donc si tu peux faire vite sur les prochains slides, ça serait super. Alors, je suis à fond. Donc, bon, écoutez, là, l'idée, c'est de montrer les différentes intégrations qu'on a faites entre cette plateforme qu'on a au centre et nos outils. Donc, il y a des intégrations par API qui permettent, en fait, à un moment donné, l'information à les collecter dans un système et de pouvoir aller la mettre à jour dans notre plateforme. Et puis, il y a des… Pardon ? Il y a des intégrations par batch qu'on peut faire aussi pour aller mettre à jour l'information. Si on est un peu rapide, on peut peut-être passer ce slide-là et puis on va juste se passer sur le suivant pour dire un peu les enjeux techniques qu'on a eu à gérer, en plus des interfaces et des intégrations à gérer. Vous allez avoir des problématiques de gestion d'identifiant unique, puisqu'en fait, quand vous avez des mécanismes d'entrée en relation qui passent par différentes applications, il faut avoir un identifiant unique qu'il faut pouvoir partager d'une application à une autre pour qu'elle puisse communiquer. Donc ça, c'est une problématique qu'on a. Donc, sachant que ces plateformes de gestion de consentement ne gèrent pas de données personnelles, donc on ne peut pas s'appuyer sur l'email, par exemple. On a des problématiques d'interface. On a des problématiques de faire évoluer aussi nos applications existantes pour intégrer des nouvelles données liées au consentement,
pour peu qu'ils en aient besoin, parce qu'il faut les afficher aux utilisateurs, il faut les utiliser pour des outils d'emailing ou autres. On a des problématiques aussi, on en parlait tout à l'heure, lorsqu'on fait de l'emailing, qu'on utilise des solutions du marché qui ont des liens de désinscription, qui sont le lien natif. Et nous, il faut qu'on puisse renvoyer vers un lien de gestion globale de nos consentements et de nos oppositions. Donc, il faut qu'on puisse modifier aussi ça dans différents outils. On a la problématique de la récupération des stops SMS, si on fait de la prospection par SMS. Voilà, donc c'est différents types d'enjeux, de problématiques techniques que l'on peut avoir quand on rentre plutôt sur les aspects techniques de ce sujet-là. Voilà, je m'arrête là, du coup, sur des questions, on y reviendra. Rapidement, pour conclure nos interventions, voilà, étant donné qu'on a ciblé d'abord et priorisé la partie prospect, bien entendu, du côté CDC Habitat, désormais on travaille sur la cible client. Donc l'idée, c'est de repartir sur le même travail qui a été fait sur la cible prospect, donc retravailler des cas d'usage, interroger les métiers sur ce qu'ils font de manière opérationnelle et de plaquer les cas d'usage opérationnels avec la réalité réglementaire, à savoir obtenir ou pas du consentement, est-ce que c'est véritablement nécessaire. Donc, quand tu as déjà un premier travail qui a été fait sur des cas d'usage, on a identifié 4 grandes familles, donc c'est sur les communications réglementaires, sur les communications liées au bail, sur la satisfaction client et sur les communications des prestataires. J'ai travaillé pas plus tard que ce matin à une présentation en interne chez nous et j'ai déjà d'autres cas d'usage qui ont été potentiellement identifiés qui nécessiteraient éventuellement de s'interroger, je dis bien s'interroger sur le déploiement de la solution. L'idée, c'est pas de dire que ces cas d'usage doivent forcément avoir du consentement, doivent forcément avoir de l'opposition ou doivent forcément avoir de la préférence, mais l'idée, c'est de s'interroger s'il est pertinent de déployer la solution sur ces cas d'usage. C'est d'où l'idée que j'évoquais tout à l'heure, à savoir, pour nous, primordial de bien travailler les cas d'usage pour se poser derrière les bonnes questions et de ne pas surréglementer derrière avec des déploiements sur des cas d'usage non pertinents. Merci Johan, merci Yves. Donc il nous reste un petit peu de temps pour répondre à certaines de vos questions. Raphaël, je ne sais pas si tu en as sélectionné de ton côté. En tout cas, moi, je peux Pas t'en du tout proposer. regardé, mais on peut regarder. Je te laisse proposer. Il y a Je une t'en prie. question qui concernait les conditions de recueillement du consentement lorsque les communications relèvent d'un service, mais sont assurées par un tiers pour le compte du bailleur. Qu'est-ce Ok. qui t'applique dans ce cas-là? Alors, ça dépend s'il est, comment dire, si c'est un prestataire technique un prestataire qui est en marque blanche, qui fait le structure. De toute façon, dans tous les cas, ce sera les mêmes règles. Après, la question, c'est sur qui a la responsabilité. Si vous prenez un prestataire qui le fait, on va dire, en tant que responsable de traitement, donc en fait, il le fait vraiment comme un chasseur, par exemple, un de recrutement. Dans ce cas-là, ce qui On a perdu Raphaël, je Oui, crois. vous aussi. Mince. Bon. Je vais peut-être prendre d'autres questions pour Yves et Johan. On avait une question sur le numéro de téléphone. Est-ce que le consentement SMS couvre tous les cas d'usage d'utilisation du numéro de téléphone? Donc notamment WhatsApp, etc. Je ne sais pas si Johan... Je peux essayer de répondre. Classiquement, le cas d'usage du SMS vise à envoyer des messages sur un téléphone. Donc, je ne pense pas qu'on puisse considérer qu'il va couvrir des cas d'usage où on va échanger dans un espace, dans un groupe WhatsApp, par exemple, qui, à mon sens, doit en tout cas s'entourer potentiellement de règles particulières, voire de consignes particulières et finalement une sécurisation peut-être particulière. Derrière aussi, je ne pense pas qu'on puisse analyser sur le même plan l'envoi de SMS et l'envoi d'informations sur un espace.
C'est pas la même chose, il y a potentiellement pas les mêmes données qui sont utilisées dans le cadre de ces deux éléments. Donc, c'est vrai que nous, c'est des enjeux sur lesquels on ne s'est pas forcément penché, même s'il peut se pencher dans le cadre, par exemple, des avis d'échéance. Est-ce que, par exemple, on va envoyer les avis d'échéance en direct auprès d'un client sur sa boîte mail? Ou est-ce que on va simplement, d'un point de vue de dématérialisation, du coup, les mettre à disposition sur son espace client et simplement envoyer par mail la notification du fait qu'il a un nouveau document sur son espace client? Et là, on voit que on peut penser que c'est la même chose, mais c'est pas vraiment la même chose. D'un côté, on envoie quelque chose directement auprès de la personne. De l'autre, c'est on met à disposition de manière dématérialisée dans un espace et on envoie une notification à la personne du fait que dans l'espace, il y a un nouveau document. Et ça, potentiellement, ça peut être des cas différents. Et WhatsApp, ça, c'est pas vraiment, en tout cas, nous, de la manière dont on l'a analysé, on l'a pas compris et mis dans les canaux du type, on va dire, l'usage du SMS couvre les SMS classiques, l'envoi de communication sur Facebook, la création de groupes WhatsApp ou autre. Ça, vraiment, là, pour l'instant, la sortie des études, mais ça pourrait être un cas d'usage assez intéressant et Merci, qui Johan. n'est... Voilà. Ouais. Merci, Johan. Merci. Donc, Raphaël est de retour. Oui, désolé, Merci. les aléas du direct. Évidemment, c'est au moment où je reviens où ça marche plus, désolé. Mais donc, bon, vous avez compris, pour la juste pour faire très rapide, si vous avez un prestataire qui le fait pour votre compte, c'est les mêmes règles, il doit respecter les mêmes règles. Si il le fait vraiment pour votre compte, on va dire en marque blanche, de toute façon, c'est plutôt sur vous que pèse la responsabilité, donc faut s'assurer qu'il fasse bien les choses. Si c'est pas vraiment en marque blanche, on va dire, et qu'il le fait un peu comme un chasseur, euh, en résumant, hein, vraiment vulgarisant, dans ce cas-là, c'est plutôt sur lui que pèse la responsabilité. Et par contre, vous avez un contrat dans lequel il doit respecter le RGPD. Voilà. Donc c'est un peu ça la logique, mais ça change pas grand-chose. Et je mettrais juste une petite bémol. On s'est penché sur le WhatsApp il n'y avait pas longtemps, et on a même posé la question à la CNIL qui a confirmé notre position, et c'est pas un sujet, c'est pareil que le reste. Voilà. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Parfait, merci. On avait aussi une question, donc le cas d'un bailleur qui aurait une filiale, donc une entité juridique dédiée à l'accession sociale. Si cette structure voilà, communique avec des contacts locataires, est-ce qu'il y a besoin d'avoir un consentement pour promouvoir ces offres? Alors, est-ce que je réponds? C'est moi qui réponds? Oui, alors, en fait, le principe de la prospection, même si on est donc locataire, donc normalement, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas d'opt-in, hein, il est exonéré. En fait, il y a quand même une petite règle, c'est que c'est la personne avec qui vous avez contracté le contrat de bail qui a le droit de vous prospecter et de vous envoyer des éléments. Donc, si en fait c'est une filiale, c'est pas la même personne morale. Donc, en fait, normalement, c'est pas vraiment possible comme ça. C'est un partenaire en réalité, et ce serait la même chose. Imaginez demain, vous avez quand j'étais avocat, par exemple, j'avais travaillé pour le groupe Beaumanoir et on s'était posé la question. Beaumanoir, c'est tous les magasins Bonobo, etc. Est-ce que si je suis client de un magasin, je suis client de tous les autres magasins qui n'ont rien à voir? Évidemment, la réponse en fait est non. Et donc, faire attention à ça, bien sûr. Si je suis une filiale, je ne peux pas le faire normalement comme ça. Sinon, je ne respecte pas l'article L34-5 du CPCE qui est assez clair là-dessus. Merci. Je peux peut-être répondre à la question concernant le SNE, parce que je pense que ça doit concerner pas mal de personnes sur l'opt-in qui est donné au SNE. Est-ce qu'on peut l'utiliser tel quel ou on doit le renouveler? Le demandeur de logement social qui a déjà consenti un opt-in au SNE nécessite-t-il un double opt-in pour les actions de communication du bailleur pour le traitement de sa demande? À mon Raphaël? sens, non. Enfin, si je peux me permettre, enfin, tout dépend de quel est l'objectif de l'opt-in initialement collecté. Classiquement, quand une personne en demande de logement social, du coup, met sa demande dans le SNE, derrière, c'est les bailleurs sociaux qui vont prendre les demandes, les instruire en Caléole. Ça, c'est vraiment du classique logement social, quasiment mission d'intérêt public d'un bailleur social. Donc là-dessus, quand une personne fait la démarche et souhaite trouver un logement social, s'inscrit au SNE, numéro unique, et le bailleur instruit, normalement, il n'y a pas besoin de réobtenir un consentement pour traiter, instruire la demande et attribuer
auprès éventuellement de cette personne d'ailleurs, puisqu'il peut y avoir plusieurs candidats pour une même offre, d'attribuer auprès de cette personne-là. Si en revanche le consentement qui est collecté dans le cadre du SNE vise à d'autres finalités que simplement instruire les demandes, là peut se poser éventuellement la question. Si c'est promouvoir des produits et des services, et derrière un bailleur qui souhaite s'appuyer sur ce consentement-là SNE pour promouvoir ses propres services et ses propres produits, ça, pour le coup, ça ne marchera pas forcément. Mais si on est, d'ailleurs, c'est étonnant de parler d'opt-in, je pense, simplement pour instruire les demandes. Peut-être que c'est un autre opt-in dont vous faites référence, mais là-dessus, en théorie, un bailleur social n'a pas à recueillir le consentement d'un demandeur de logement social pour pouvoir traiter et instruire son dossier et sa demande. Merci. Est-ce qu'on Peut-être s'arrête là leur- sur les questions? Enfin, une dernière question là, moi, enfin, qui m'intéresse égoïstement, puis je crois que c'est le lot un petit peu tout le monde, parce que les patrimoines bougent beaucoup. Dans le cas de rachat de patrimoine, on récupère le consentement qui était traité et mémorisé par le vendeur. Intéressant, ok. C'est Vous très voulez dire grossier. si vous rachetez une structure qui a une base de données en fait de prospects ou de locataires et compagnie, est-ce que je la récupère? Je peux l'utiliser. Ça, là, j'imagine, c'est ça la question. C'est plutôt est-ce que le consentement qui était donné donc, à l'ancien propriétaire, j'ai le droit de récupérer ce Ah, consentement et d'utiliser ces éléments-là, ou il faut tout que je refasse moi-même puisque le propriétaire a changé. faut changer. Mais le consentement, il est personnel. En fait, il appartient vraiment à la personne. Donc, si c'est plus la même personne, elle a plus consenti. Donc, il faut effectivement. Donc la relation B2B a changé, donc il y a un autre propriétaire, donc il faut la refaire. C'est plus la même personne, effectivement. Ouais. Sauf si c'est par exemple, prenons une personne morale. Si c'est une personne physique qui part, mais que c'est la même personne morale, non, a priori. Mais par contre, évidemment, ça va rarement être le cas. Donc non, c'est vraiment par rapport à la personne qu'il faut redemander le consentement, ouais, toujours. C'est par finalité et par personne. C'était pas là. Vous en restez sans voix. Bon, très bien. Eh ben, je vous propose de conclure ce webinaire. Ouais. Merci Marine. Donc, merci à tous pour vos interventions. Ce webinaire, pour le coup, nous a permis donc, de mettre en lumière deux dimensions essentielles de la gestion du consentement et de ses préférences de communication. D'abord, je dirais, donc, sur le plan réglementaire, comme l'a rappelé Raphaël, sur cette notion de libre, éclairé, spécifique, univoque, donc à retenir, mais également le fait que l'absence de consentement peut conduire donc, à des sanctions lourdes et à une perte de confiance. Donc, c'est pas qu'une histoire, si je puis dire, d'exigence juridique, mais il y a également la question de la crédibilité vis-à-vis de nos clients et de nos prospects. Puis sur le plan opérationnel, donc, comme nous l'a présenté Johan et Yves, donc, ce qui est indispensable, c'est de tracer, synchroniser pour garantir donc, la fiabilité de ces consentements, mais également de bien prendre en compte les enjeux techniques comme l'interfaçage avec nos ERP historiques, la gestion de l'identifiant unique et puis l'adaptation de nos différents outils. Donc, ces points, ils nous montrent bien que c'est pas qu'une question de droit. Nous, on l'a bien vu, côté CDC, mais c'est bien un travail collectif. Il y a plusieurs parties prenantes donc, dans ce type de tout. Donc, il y a les équipes métiers, évidemment, la direction de la gestion du locatif, la direction des services clients, la DSI, évidemment, sur la partie technique, et donc les DPO sur la partie juridique. Enfin, je dirais ce qu'on retient pour le coup collectivement, c'est qu'il s'agit d'une recherche permanente d'équilibre, parce qu'on parle d'équilibre entre la conformité réglementaire d'un côté, et puis quelque chose que j'ai noté, je crois que c'était plutôt sur l'intervention de Raphaël, où il parlait évidemment de ne pas confronter cette partie-là à l'efficacité opérationnelle, parce que les deux doivent aller ensemble. Donc, au-delà de cet aspect contrainte tel qu'on peut le lire sur la partie consentement, ça peut être également une opportunité pour nous, pour renforcer donc cette transparence et d'instaurer une véritable confiance et d'améliorer la qualité des échanges qu'on peut avoir avec nos clients et nos prospects. Au nom du Club Apsis, donc, je remercie nos intervenants pour leur éclairage et vous toutes pour votre participation. Et pour conclure, je vous rappelle que nous attendons nombreux aux prochains événements du Club Apsis. Vous avez affiché donc le prochain événement donc, sur la donnée qui avait été indiqué en introduction le 16 octobre donc 2025 et le 20 novembre 2025 pour la partie rencontre culture client. Ces moments, ils nous permettront évidemment donc, de continuer à partager nos expériences, apprendre les uns de nos autres
et de pouvoir progresser ensemble. Très bonne fin de journée à toutes et merci beaucoup pour votre participation. Merci. Bonne journée. Merci Merci, beaucoup. au revoir. À toutes et tous, au revoir. Au revoir, Bonne bonne journée. journée. Au revoir.